mais il y a personne qui s'en offusque. C'est pour tout cette dichotomie. Il y a des gens qui disent ce qu'ils avaient dit hier et se dédisent aujourd'hui. Les constitutionnalistes qui ont écrit une constitution avec même l'esprit de la constitution disent que Alassane Ouattara maintenant est le meilleur constitutionnaliste du monde, etc., etc. Vous voyez, à un moment donné, ça devient épuisant. Quand vous voulez faire des études comparatives, essayez de comparer aussi, parce que les études comparatives aussi, on prend des échantillons et puis on essaie de comparer dans les mêmes situations. On compare les bilans de Bédié, on compare les bilans de Gbagbo Laurent, qui a eu pendant toute sa gouvernance, a tout cassé 11 ministres sur les 35, à chaque fois, à chaque gouvernement, Seydou Diarra, Soro Guillaume, etc. Bref, comparons ce qui est comparable. Nous, aujourd'hui, on prend des données chiffrées, et je vais terminer par là pour mon premier tour de parole. Prenons les données chiffrées. Nous, aujourd'hui, il y a eu un dernier rapport risque-pays qui a été donné par Salis Azizé et qui montre réellement que l'économie de la Côte d'Ivoire, on peut s'enorgueillir sur des chiffres macroéconomiques, etc., etc. Mais s'il y a un choc aujourd'hui, un choc économique, la Côte d'Ivoire ne pourra pas s'en sortir. Parce que tout simplement, 80% de la richesse est produite par des multinationales. Et ces multinationales rapatrient leurs capitaux. Parce que la Côte d'Ivoire est en déficit budgétaire. Parce que la Côte d'Ivoire n'essaie même pas de miser sur son éducation qui va gérer la matière grise, qui fera que demain, il y aurait des ingénieurs, il y aurait plusieurs personnes qui pourraient redresser finalement le pays dans le volet de la digitalisation, dans le volet de l'ingénierie, etc., etc. Parce que on alloue seulement 4% de notre budget à l'éducation. On n'est même pas dans les normes mondiales. Voilà les vraies questions qui intéressent les Ivoiriens. Donc, quand on va arriver au débat, on va faire des études comparatives avec des échantillons bien donnés. Merci, ce sera mon premier tour de parole et je prendrai la... Okay, merci Franck. Merci Franck pour ton expertise. 0805, vas-y, ouvre ton micro pour ta première prise de parole. Après, je passe la parole à Vincent, s'il te plaît. Je te remercie. En même temps, je passe un bonjour à tout le monde. J'ai écouté un peu ce que chacun avait à dire. Mais il y a Franck qui a dit quelque chose qui m'a quand même touché, que j'ai beaucoup apprécié. Il a dit que par rapport à l'étude de monsieur Zézé, il a dit que non, que s'il y a un choc, on doit faire attention s'il y a un choc. Je préfère ce mot s'il y a un choc. Voilà pourquoi on ne veut pas que n'importe qui arrive au pouvoir. Voilà, puisque on est dans une économie, on dit on est dans une économie qui est résiliente, c'est-à-dire que ceux qui gouvernent là, c'est des gens qui prévoient. Voilà, c'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à prendre des crédits, mais c'est soutenu. Donc, on peut pas laisser n'importe qui venir ou bien des aventuriers venir et ces chocs-là va venir. Parce que c'est la vérité. C'est le risque que notre pays encourt. Ça, c'était pour une parenthèse, puis je commence. Vous voyez, j'ai écouté tout à l'heure, les gens sont allés un peu dans tous les sens. Et puis moi, en tant que jeune et en tant que amoureux de la politique, amoureux de mon pays, sincèrement, je suis déçu un peu. Parce que quand on écoute les gens, vous voyez, les gens font la politique de la conquête du pouvoir. Alors que quand c'est la politique de la conquête du pouvoir, la population ne s'intéresse pas. Voilà pourquoi quand on fait des RLE, les gens ne vont pas s'inscrire. Normalement, on doit faire la politique pour le peuple. Parce que j'ai entendu des choses, je me dis même, vous voulez comparer les bilans? Vous êtes sûr? Vous voulez être sérieux pour comparer les bilans? Hein? Moi, je me dis seulement une petite chose. Si on veut parler du bilan du feu président Henri Konan Bédié, mais c'est que des scandales et puis c'est là où la Côte d'Ivoire a basculé. Sinon, à part, vous allez parler de quoi? Il est devenu président sur les acquis du président Ouattara quand il était Premier ministre. Bédié, c'est comme on appelle, c'est un économiste. Hein? Dans un gouvernement, qui est mieux apte à gérer la politique économique d'un gouvernement? Si ce n'est le ministre de l'économie et des finances. Son ministre de l'économie et des finances, c'était qui? Il avait la double casquette de ministre des économies et des finances et premier ministre. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'économiste, il ne pouvait pas changer la politique qui a été faite depuis 89-90. Il savait que c'était très risqué. Donc, il a profité des acquis, il a continué. Mais tout ce qu'il a fait, c'était de venir créer un concept mal inspiré qui a conduit la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle a connu, sans compter les scandales financiers qui nous ont encore replongé dans tout ce qu'on a connu sur le plan financier. Donc moi, je pense que quand moi, personnellement, je fais la politique, il y a des sujets, je me renseigne, et puis je sais que mon adversaire aussi, il en sait des choses, donc il y a des sujets que je vais peut-être éviter parce que ça ne va pas dans mon sens. Voilà. On a vu Kevin Thiam, c'est vrai qu'il a je pense qu'il était dans une fiction. Parce que dans quel but le président Laurent Gbagbo,
qui était chef de file de l'opposition en 90, et dans quel intérêt il va faire de telle sorte que de soutenir Ouattara pour que Ouattara s'impose? Bien au contraire. Au contraire, il a profité de cette division pour essayer de se replacer. Parce qu'il savait, comme tout le monde, que Bédié n'allait jamais laisser Ouattara se présenter. Vous avez durci le code des nationalités, vous avez divisé les Ivoiriens, parce qu'à cette époque, vous aurez pu réformer l'article 48. Mais à votre époque, on ne pouvait pas. Parce que le code des nationalités, le code électoral s'est durci pour éliminer. Parce que l'esprit des lois que vous avez à votre époque, parce qu'une loi, qu'on la vote, il y a un esprit déjà avant. Votre loi, c'était d'exclure des Ivoiriens. Voilà, parce que quand on dit, il faut être de paix et de paix, si tu n'as pas, c'est que tu n'es pas là-dedans. Mais on a eu l'inspiration en 2016 d'envoyer une nouvelle loi, une nouvelle constitution. Dans son esprit, était de donner le choix aux Ivoiriens. Voilà la notion d'inclusivité qui a poussé cette nouvelle constitution, qui a fait que même là, votre président Tiam peut se présenter. Parce que dans les anciennes lois d'exclusion, il ne pourrait jamais être président en Côte d'Ivoire. Alors, donc, moi, je pense que il faut qu'on soit humble. On n'est pas des ennemis. On parle pour la Côte d'Ivoire, mais vraiment, soyons justes, quoi. Tu vois, moi, c'est tout ce que je demande, qu'on soit responsable. On va aller dans le débat. Donc, après mes prises de parole, je ne vais pas durer. J'ai planté le décor. Et au fur et à mesure des débats, on va développer. Je vous remercie. Ok, merci 08. Alors, c'est pas normal, hein. Il y a 120 personnes qui écoutent et j'ai pas de tapotage. Il faut sécuriser le live, s'il vous plaît. Je vais vous demander de bien vouloir tapoter le live. On va monter rapidement à 50K, s'il vous plaît. Dans les 20 prochaines minutes, on doit être à 50K pour sécuriser le live, puisque j'ai des gros comptes qui sont sur le panel. Donc, il faut sécuriser le live, s'il vous plaît. Voilà. Il y a N100 qui est là, il y a Glagla, il y a Kevin, il y a Franck. Tout ça, c'est des gros comptes. Je veux qu'on sécurise le live pour qu'on puisse parler tranquillement. Alors, Kevin. Donc, juste un mot. Je veux que tu puisses insister sur le fait que, moi, j'adore le ton qui est lancé. Et je veux que tu puisses insister que tout le monde puisse garder le ton, parce que c'est très bien. On va discuter aujourd'hui dans le calme et on va aller pas à pas. Et c'est très bien. Donc, mon frère 0805, j'ai aimé aussi le ton. Donc, allons-y pour le débat aujourd'hui. Alors, 0805, je le connais, c'est quelqu'un qui n'est pas sans histoire, même si des fois il est un peu brouillon, mais il a du bon ton. CIV 225 également. Voilà. N100, merci d'être monté ce matin. Je peux faire une motion rapidement en oui, vas-y pour ta motion, Kevin. Rapidement, vas-y. Voilà, il y a 0805 qui a parlé d'exclusion, mais je pense que dans toutes les constitutions au monde, il y a une forme d'exclusion. Même la nouvelle constitution, il y a une forme d'exclusion. Quand on dit que pour être candidat, il faut être exclusivement ivoirien, ça veut dire que dès le départ, on écarte ceux qui ont la double nationalité. Je crois que c'est pour cette raison que, par exemple, M. Patrick Hachi, par exemple, a renoncé à sa nationalité française. C'est pour cette raison, par exemple, que Billon a renoncé à sa nationalité française. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une forme d'exclusion. Donc, l'exclusion, là, c'est quelque chose qui n'est pas forcément mauvais. C'est vous qui essayez de faire passer cela comme quelque chose de mauvais. Pourtant, c'est quelque chose qui existe partout. Voilà. Vous n'avez pas, pourquoi, à votre temps, les lois que vous avez votées n'avaient pas cet esprit? Parce que tu parles d'exclusion. Non, c'est des lois inclusives. Elles donnent le choix aux ressortissants, aux citoyens de poser des actes. Elles donnent le choix. À votre temps, ces lois ne donnaient pas le choix. De quelle loi? Donne-moi la loi en question. Alors, je parle fois de père et de mère, eux-mêmes de père et de mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Faut jamais cette prévalue d'une nationalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais aux États-Unis, peut-être que vous n'avez pas fait peut-être du droit, mais le droit constitutionnel est enseigné en première année de droit. Et vous allez constater que lorsqu'on étudie les constitutions, mais partout dans le monde, il y a des exclusions. Aux États-Unis, par exemple, tu peux être américain de père et de mère, mais tant que tu n'es pas né sur le territoire américain, tu ne peux pas être candidat. Et nous aussi, c'est pareil. Quand tu es naturalisé, tu ne peux pas être candidat. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi, à l'époque, aussi, on demandait que tu sois né de père et de mère. Donc, ça aussi, c'est normal. Voilà. Donc, n'essayez pas de faire croire que nos lois à l'époque étaient mauvaises. Non. C'était de bonnes lois. Ce côté, c'est jamais cette prévalue d'une nationalité. Toi-même, tu as fait droit, non? Juridiquement, ça veut dire quoi? Mais si on dit que tu n'es pas prévalu d'une autre nationalité, c'est que justement, tu n'es pas concerné. Si tu t'es prévalu d'une autre nationalité, c'est que tu n'es pas concerné. Donc, ça veut dire un Ivoirien qui s'est prévalu d'une autre nationalité. 08, s'il te plaît. 08, s'il te plaît. Ça veut rien dire. Kevin, je termine pour dire que, au fait, partout dans le monde, c'est comme ça. Donc, les Américains aussi qui sont nés de père et de mère. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire où il y a deux Américains, le monsieur et la dame qui vivent en Côte d'Ivoire, qui finalement, la dame, il y a un enfant qui arrive. Mais cet enfant qui est né en Côte d'Ivoire ne pourra jamais être candidat aux États-Unis. Tout simplement.
Voilà. Donc, c'est une forme d'exclusion aussi. Mais ça fait partie de la loi et c'est respecté. Donc, en Ouais. Côte d'Ivoire, si on disait qu'il faut être, pour être candidat, il faut être de père et de mère, il fallait respecter aussi. Ça, c'est nos lois. C'est Ouais. pas qu'elle est mauvaise. Maintenant, Merci, la loi peut merci évoluer. Kevin. Merci Kevin. Voilà, ça, vraiment, je tenais vraiment à insister là-dessus. Ouais, non, mais t'inquiète, tu es là. On va les enseigner ce matin. Il n'y a pas de problème. Ensan, bonjour, bonjour. En tout cas, j'ai bien aimé votre capsule vidéo avec Benito. J'ai pris plaisir à l'écouter, même si je reste un peu sur ma faim. Mais j'espère qu'il y aura une deuxième partie ou alors elle est déjà sortie ou que j'ai peut-être pas vu. Non, pas encore. Ok. Ouais. Donc, en tout cas, c'était très intéressant. Finalement, il y a eu braquage ou pas? Bah, comme je l'ai expliqué, ça, c'est à géométrie variable. C'est parce que encore, la casse ou le braquage ou la réquisition est liée à l'issue des élections de 2010. Parce que la réquisition est due à un décret, en fait, de janvier 2011, précisément le 25 janvier. Et le 25 janvier, pour certains, Gbagbo Laurent n'était plus président. Donc là, on parlera de braquage. Pour ceux dont Gbagbo Laurent est président, effectivement, il y a un décret. Il était en présence, en tout cas, il était en présence d'huissier, il était en présence, en fait, de représentants, en fait, du procureur et de certains ministres. Donc, les motivations sont clairement politiques. Ok, merci beaucoup. Bon, vas-y maintenant pour ta prise de parole, pour ta première prise de parole sur. Alors, c'est un sujet aujourd'hui qui est un peu sur la discussion sur des bilans comparés et même des bilans du RHDP. Alors, parce que tout à l'heure on était sur un panel et il nous parlait du bilan que les autres présidents n'ont rien fait, pratiquement rien fait, et que c'est Alassane Ouattara depuis 2011 qui a révolutionné la Côte d'Ivoire. Kevin a tenté de leur expliquer les réalisations du président Bédié et même les réalisations l'action du président Gbagbo. Et donc on continue sur ce panel parce que le panel il était un peu occupé. Donc on est venu sur ce panel pour continuer la discussion. Donc ça nous fait un plaisir que tu sois monté pour apporter ta pierre à l'édifice. Bon, moi, je pense que le thème, il est bien choisi et ça va essayer d'éclairer, en fait, une bonne fois pour toutes, en fait, d'accord, la majorité de ceux qui sont là. Il y a un problème de cohérence. Vous savez, en fait, c'est pour cela que je demande aux gens d'être cohérents. Quand vous voulez comparer, en fait, des pouvoirs, il y a beaucoup d'éléments, en fait, à prendre en compte. On ne vient pas juste regarder, en fait, des infrastructures qui poussent et puis on dit, regardez, eux, ils font mieux par rapport. Non, c'est pas ça. Vous savez, c'est comme l'investissement. Si vous voulez investir, on ne se lève pas pour injecter de l'argent n'importe où. Sinon, il y a de fortes chances que vous perdez votre argent. Il y a ce qu'on appelle, en fait, d'accord, il faut, en fait, analyser l'environnement. Il y a plusieurs environnements qu'on analyse. Dans quelles conditions Henri Konan Bédié arrive au pouvoir? C'est la bonne question. Dans quelles conditions Laurent Gbagbo arrive au pouvoir? C'est la bonne question. Dans quelles conditions Alassane Ouattara arrive au pouvoir? C'est la bonne question. Henri Konan Bédié arrive dans une situation économique très compliquée en Côte d'Ivoire. Et ça, il faut le savoir. Il arrive dans une situation économique où déjà les gens mettaient la pression. Et par la suite, on a eu ce qu'on appelle, d'accord, la dévaluation du franc CFA. Donc, il fallait essayer de réajuster la vie économique des Ivoiriens parce que les prix avaient augmenté. Et elle n'était pas, la vie n'était pas si belle avant même l'arrivée d'Henri Konan Bédié parce qu'on a fait tellement d'ajustements, on a fait tellement de choses libéralisées, la vie économique était vraiment difficile en Côte d'Ivoire, il faut le savoir. Laurent Gbagbo arrive aussi dans ces mêmes conditions où l'État est plus ou moins failli. Lui-même, il dit qu'il arrive dans des conditions calamiteuses, nous le savons très bien. État failli, État sensible sur le plan sécuritaire, le plan de la défense, situation économique, faut revoir avec les bailleurs de fonds, il y a plein de choses. Alassane Ouattara arrive dans une situation post-électorale de chaos, d'accord, chaotique. Mais la chance qu'Alassane Ouattara a au détriment des autres, c'est que tous les bailleurs de fonds et tous les organismes internationaux sont ouverts. C'est-à-dire, en gros, c'est le chouchou qui arrive enfin, on va remettre les choses en place. Donc, l'effort de guerre en termes de reconstruction n'est pas un sacrifice de la part des Ivoiriens comme on nous le fait croire. L'effort de guerre est un partage de gâteaux. Tous les partenaires, tous ceux qui ont participé à cette guerre en Côte d'Ivoire, et c'est pas moi qui vais vous le dire, la France, elle a dit, quand elle vient, elle intervient en Côte d'Ivoire, elle n'intervient pas pour les bisous, la beauté des Ivoiriens. Elle intervient, mais derrière, il faut qu'ils aient des marchés. Il faut renouveler les marchés, il faut renouveler les contacts qui étaient en stand-by, il faut même aller grappiller sur d'autres terrains. C'est cela, la réalité, d'accord, de l'effort de guerre. Allez aussi en Libye, vous allez demander aux Italiens, vous allez demander aux Américains, vous allez demander aux Français. La guerre, elle n'est pas gratuite. Quand on va faire la guerre, on prend. Regardez aujourd'hui en Ukraine avec Donald Trump. Vous croyez quoi? Quand il prend les terres rares, c'est gratuit? C'est pour la beauté des Ukrainiens? C'est comme ça. La guerre, elle n'est pas gratuite. Donc, d'abord, les Français reprennent du terrain, ils grappillent d'autres marchés en Côte d'Ivoire et tout est ouvert. Faut pas oublier quelque chose parce que vous dites que c'est Alassane Ouattara qui est à l'initiative du PPTE.
D'accord, comme Monsieur Charles Kofi Dibi, il connaît la mentalité des militants en Côte d'Ivoire. Il a juste voulu en fait vous bercer, d'accord. Vous essayez de jouer avec votre esprit. Sinon, Ouattara n'est pas à l'initiative du PPTE. Mais effectivement, le PPTE est une effectivité. Donc, il y a une réduction de cette dette de 6 000 milliards. On tombe à peu près de 7 000 même, hein, presque 7 000. On tombe à 2 000. D'accord? Et puis, la Banque mondiale injecte de l'argent à nouveau dans l'économie ivoirienne. Les bailleurs de fonds injectent de l'argent dans l'économie ivoirienne. Donc, c'est une situation de vache grasse, si on peut le dire. C'est pour cela, tout le monde dit, les chantiers poussent de partout, on investit en Côte d'Ivoire et tout. C'est parce que Ouattara, qui est le symbole même, d'accord, de tout ce qui est institution internationale, Bretton Woods et autres, il est aux affaires. Donc, automatiquement, ça redonne un sentiment de confiance et les gens viennent réinjecter de l'argent. Alors, à partir de ce moment où les gens viennent réinjecter de l'argent, qu'est-ce qu'il en est? Moi, c'est ça la question. On réinjecte de l'argent, mais en termes de bilan aujourd'hui, on va parler du bilan. On va faire un comparatif entre le bilan sécuritaire sous Henri Konan Bédié, qui a géré la Côte d'Ivoire pendant 6 ans, et Alassane Ouattara, qui a géré la Côte d'Ivoire pendant 13 ans. Si ce n'est que, je précise, si ce n'est que la crise de 99 avec les mutins, c'est-à-dire le coup d'État, on regarde le bilan de 13 ans et le bilan de 6 ans sur le plan sécuritaire en Côte d'Ivoire. Je vais commencer par la politique de défense. On peut tout reprocher à Henri Konan Bédié et même sous la gestion Félix Houphouët-Boigny, mais vous remarquerez que au niveau de l'armée, celle qu'on appelait la Grande Muette, je vais parler de l'armée de terre, le GATL, la marine, même la gendarmerie nationale, l'armée de Côte d'Ivoire était une armée exemplaire. Exemplaire tant sur le plan académique, en termes de formation, exemplaire tant sur le respect de la loi, exemplaire tant sur la composante même et le comportement, sur l'aspect psychologique du rapport de l'armée et des populations. D'accord? Les militaires ne sortaient pas à tout va. Les militaires n'étaient pas cités dans des braquages, dans des situations de drogue, voire des officiers supérieurs de l'armée ivoirienne dans des scandales, d'accord, de drogue, comme ce fut le cas pour l'officier de gendarmerie il n'y a pas très longtemps. D'accord? On peut vous citer des illustres officiers de l'armée ivoirienne que vous avez connus, même Lamine Fadiga, d'accord, l'amiral, le contre-amiral Lamine Fadiga, vous avez le général Tani Eyueni, d'accord, vous avez Konan Kwame Sévérin, vous avez même le général Ndao, même ceux que vous citez, Thomas Daquin, toutes ces personnes-là sont issus, d'accord, de la gestion du PDCI RDA. Et on peut tout dire sur eux, mais on avait une armée véritablement exemplaire, que ce soit l'armée de terre, comme la gendarmerie nationale. C'est un fait. Celui qui veut discuter, qui vient de sortir ses arguments. On va aller au niveau de la police. Ce n'est pas moi qui le dis. Le ministre Epiphane Zoro-Bibalo, même lors de sa rencontre avec M. Stanislas Zézé, a évoqué un cas criard. On était à 1200 milliards par an en termes de pertes par rapport à la corruption. Aujourd'hui, nous sommes à 1300 milliards en Côte d'Ivoire. Vous faites 12 000 multiplié par 13, vous avez un ratio de 15 800 milliards. Aujourd'hui, tout à l'heure, le frère Franck a parlé d'une dette avoisinant les 40 000 milliards. Vous faites un ratio, vous faites un calcul, vous verrez en fait l'énormité en fait de la corruption en Côte d'Ivoire. C'est un fait. Et quand on parle de corruption, on peut parler de différents services, mais on peut aussi impliquer la police nationale là-dedans. D'accord? Comparer, là, je ne dis pas que la corruption n'a jamais existé en Côte d'Ivoire, elle a toujours existé, même à l'époque de Houphouët-Boigny, des gens faisaient des campagnes de sensibilisation. J'ai même vu un extrait de Léonard Groguet, comédien, qui parlait de cela en ironisant dans son émission « Comment ça va ?» Mais aujourd'hui, la corruption est devenue une manière de respirer en Côte d'Ivoire. C'est un fait inéluctable, personne ne peut discuter. Mais au niveau des forces de police, les forces de police en Côte d'Ivoire, d'accord, on pourrait dire que les forces de police aussi étaient respectées à l'époque par rapport à maintenant. Regardez combien de fois nos forces de police se font laminer par des types de populations du Maghreb ou même du Liban. On les traite comme des moins que rien. Nous-mêmes aujourd'hui, on ironise, d'accord, par le fait que il n'y a pas plus corrompu que les policiers. C'est devenu aujourd'hui un surnom. C'est pas moi qui vais vous dire, vous parler de l'agent de Togo. C'est devenu quelque chose de banal aujourd'hui. La police aujourd'hui doit être revalorisée à un tel niveau où on voit cette police-là comme une force qui est à côté des populations et qui sensibilise même dans la lutte véritable contre la corruption. Donc, il y a ce qu'on appelle la perte des valeurs entre la période Henri Konan Bédié, d'accord, et la période Ouattara. Je vais même pas parler de la drogue. Vous savez qu'aujourd'hui, la drogue est un fait. C'est pas moi qui le dis. Il y a même des gens qui ont fait, des médias qui ont fait des enquêtes. Ils ont même cité des personnes, des personnalités d'État qui sont mêlées dans des scandales de drogue. Est-ce à vérifier? Malheureusement, il y a une grosse tête qui est partie. 6 pieds sous terre, malheureusement, on ne pourrait pas aller plus loin. Mais c'est un réseau tentaculaire. Personne ne nie quand on parle de la DEA aujourd'hui. C'est un fait. La DEA qui lutte contre la drogue. Moi, j'ai connu la DEA dans la lutte contre les cartels. La DEA dans la lutte contre les cartels. En Colombie. Au Brésil. C'est là j'ai entendu parler de la DEA. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, j'ai entendu parler de la DEA. Sous la gestion de qui? Laurent Gbagbo ou Henri Konan Bédié?
Non, c'est sous le pays le plus sécurisé avec un indice sécuritaire comparable à celui de la Suisse. C'est un fait. Personne ne peut discuter. On n'a pas discuté. Ah non, non, c'est un fait. Personne, celui qui veut discuter, qui ouvre son micro, qui discute. Parce que ça dure, hein. Pardon? Ah bon, je vais m'arrêter là alors dans ce cas-là. Non, Ensan, attends, faut garder. Non, Glagla, attends. Je m'arrête là pour l'instant. Non, il peut garder sous la semelle, parce que lui, je le connais. C'est quelqu'un, il est très friand. Il peut garder sous la semelle. Mais 0805 a une question pour toi, Ensan. Oui, Ok, bonjour Monsieur Insan. Bonjour. Et merci pour ton développement. Mais moi, en fait, j'ai une question à te dire pour ne pas être encore trop long parce qu'il y a beaucoup de monde sur le guest. Vous avez parlé en 95 quand Bédia est arrivé. Oui. Il est arrivé dans une situation qui était critique. C'est ce que vous avez dit? Tout à fait. Ok, d'accord. Vous avez parlé de dévaluation. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots les effets d'une dévaluation sur une économie? Ma deuxième question, quand en 95, quelle était la balance commerciale de la Côte d'Ivoire? Et vous pouvez nous dire, le taux de croissance de la Côte d'Ivoire était de combien de pourcents en 95, hein? Alors, juste, je vais vous apporter, je vais même pas être précis, hein, parce que si je n'ai pas les chiffres exacts, d'accord, je ne peux pas en fait inventer des chiffres ici. Non, je veux pas les chiffres. C'est-à-dire, vous donnez les tendances, pas les chiffres, parce que je sais, vous pouvez pas, mais les tendances, parce que je pense que vous êtes un sachant, vous pouvez donner les tendances seulement. C'est-à-dire, si c'était positif, si c'était négatif, on va pas laisser. Et le taux de croissance. Donc, donc, ma question. Je peux dire rapidement positif. Le taux de croissance était positif en 95. Ok, bon, il était de 7,1%, plus qu'aujourd'hui, mais on va laisser ça. C'est-à-dire, je dis, quel est l'impact de la dévaluation sur l'économie d'un pays, en bien ou en mal? Et puis, quelle était la balance commerciale de la Côte d'Ivoire en 95? Elle était négative ou positive? Je vais dire rapidement la balance commerciale en 95. Mais il vient de le répéter, vous-même vous allez vous répéter encore. Non, il te posait la question. Non, Kevin, laisse Insan répondre. C'est un monsieur très responsable, je le suis, on a débattu des fois, laissez-le répondre, il n'a pas besoin d'une assistance. Merci beaucoup. Ok. Alors, vous-même vous venez de répondre tout simplement que en fait, au niveau de la croissance, d'accord, le taux de croissance était positif, n'est-ce pas? Ok, on va aller sur la dévaluation. Pourquoi, en fait, on met en place, en fait, une politique de dévaluation? Parce que je pense qu'ici, Kevin, il est en droit. D'accord, il n'a pas fait de l'économie. Moi, je suis un paysan, mais je vais vous expliquer. Une politique de dévaluation, tout d'abord, cher monsieur, elle ne se décide pas, en fait, d'accord, à 15 000 bornes. Une politique de dévaluation, en fait, elle se décide, en fait, par les personnes, en fait, qui gèrent l'économie d'un État. Est-ce que vous comprenez? Donc, la dévaluation en elle-même n'est pas le fait des autorités ivoiriennes comme on nous le fait croire. N'est pas le fait des autorités sénégalaises comme on nous le fait croire. Ça a été décidé tout simplement, d'accord, par Bercy, sous la politique, sous l'impulsion en fait de Balladur et de Nicolas Sarkozy, qui était ministre du Budget. Est-ce qu'à ce moment T, la Côte d'Ivoire avait besoin, d'accord, de mettre en place cette dévaluation? Vous le savez très bien que Félix Houphouët-Boigny ne serait pas pour. Donc, une politique de dévaluation, elle a pour but d'abord d'harmoniser, elle a pour but même d'équilibrer, d'accord, une vision, une prévision économique pour le pays. D'accord? Donc, elle a un impact positif. Mais on va aller plus loin. Est-ce que cette dévaluation, vous pensez véritablement, j'espère que vous allez trouver un test au Parlement ivoirien où les parlementaires ivoiriens ont discuté, d'accord, sous l'importance de cette dévaluation. C'est une feuille de route qui a été donnée, la preuve. Abou Diouf, qui est président sénégalais, il a dit qu'il était contre. Donc, je ne sais pas où vous voulez en venir, en fait. En ce qui concerne la dévaluation, en Côte d'Ivoire, je vous le dis ici, il n'y a aucun test parlementaire avant la mise en place de cette dévaluation, d'accord, où il y a eu débat là-dessus. On a plutôt vu Nicolas Sarkozy venir en Côte d'Ivoire, annoncer cela, d'accord, et discuter de cela avec le premier ministre de l'époque qui était M. Alassane Ouattara. Donc pour moi, je ne sais pas en fait où vous voulez en venir par rapport à la dévaluation. La dévaluation n'a été aucunement discutée avec l'ensemble des acteurs politiques et économiques de la Côte d'Ivoire, y compris dans les pays, d'accord, de l'Afrique de l'Ouest. Parce que des chefs d'État l'ont dit même après la mise en place de cela qu'ils étaient contre. Je cite Abou Diouf. Donc maintenant, ouvrez votre micro et dites-moi, qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à la dévaluation? La dévaluation était bonne ou mauvaise pour la Côte d'Ivoire? Alors, la dévaluation, moi je vais vous répondre clairement. La dévaluation, d'abord, elle était mauvaise en Côte d'Ivoire, elle était mauvaise pour la Côte d'Ivoire parce que si vous jouez sur vous jouez sur le taux de croissance qui est positif, il faut savoir quel est l'impact et quelles sont les conséquences du taux de croissance. Parce que, ce qui est dommage, en fait, chez certains intellectuels africains, en fait, à partir du chiffre, vous pensez avoir une solution. Mais le chiffre, on doit sentir la répercussion de ces chiffres. C'est comme en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on nous dit on va atteindre un taux de croissance à 2 chiffres. Mais quel est l'impact réel sur la vie des populations? On a l'impression que vous êtes diamétralement opposés. Il y a une dichotomie entre des gens qui ont un cerveau. Vous êtes calfeutrés dans vos immeubles à 3 étages, 7 étages.
d'accord? Et puis les populations qui sont les plus nombreuses, majoritaires, ne sentent pas l'impact, d'accord, de cette croissance. Je viens et je le redis à nouveau. Une dévaluation se discute, une dévaluation se discute, se réfléchit entre les acteurs de l'économie de ce pays. Mais à partir du moment où vous n'avez pas, d'accord, discuté, vous n'avez pas mesuré l'impact sur les populations, il va forcément avoir un échec. Vous pensez que quand vous me dites à moi, vous me posez la question à moi, Nsa Atoumla, alors quel est l'impact de la dévaluation, positif ou négatif? Je vous dis négatif. Allez demander à ceux dont on dit qu'ils font l'économie de ce pays, les paysans, les agriculteurs. Allez leur demander, ou faites un sondage, demandez aux paysans de la Côte d'Ivoire quel était l'impact de la dévaluation, si c'était positif ou négatif. Je vous parie, monsieur, que plus de 70% de nos agriculteurs vous diront que la dévaluation a eu un impact négatif. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise répartition de cette fameuse croissance, d'accord, de 7,1. Donc, monsieur, il faut faire la part des choses. En Afrique, il y a des beaux chiffres qui sont annoncés et malheureusement, il y a des impacts qui sont négatifs sur la majorité, qui sont les pauvres populations. Merci. Merci Nsan, je confirme, la dévaluation a fait baisser le pouvoir d'achat des Africains en général. Bon, ben je vais pas débat parce que je fais la modération ce matin. Alors, CIV 225, merci d'être là. C'est lui au président, merci d'être là. Alors, Glagla, est-ce que tu es prête? Ou alors je donne la parole. Comme je suis le seul, tu peux me donner 2 minutes de répartie, s'il te plaît. Peut-être 2 minutes. Ok, vas-y. Effectivement, comme tu es tout seul, effectivement, vas-y. J'ai écouté monsieur. J'ai écouté Vincent. J'ai écouté monsieur. Ouais, en fait, attends, 08. Glagla, ils n'ont pas le courage de monter sur mon panel parce que leurs arguments, ils sont un peu, c'est un peu limité. Donc, ils ont du mal à monter sur ce panel-là. Voilà. Moi, je vais chez eux, mais ils ont du mal à venir ici. Voilà. Vas-y, 0805. Clairement, les gars, ils ne montent pas parce qu'il y a une vraie déficience de démocratie sur vos panels. Mais bon, moi. Depuis que tu, est-ce que depuis que, non, mais 08, il y a une déficience de démocratie. On peut accepter. Il ne faut pas se battre avec lui. On n'est pas démocrate. C'est pas grave. Monsieur, répondez. Je t'ai dit, je monte toujours ton panel parce qu'il laisse. Bon, ok. Pas aller droit dans le but. C'est moi ou bien c'est son micro qui a un problème? C'est moi ou bien c'est son réseau qui a un problème? Il y a un problème de réseau là, ça s'affiche en rouge. Ouais, ok. J'ai un problème. Ouais, mets-toi en wifi. T'es à la maison ou pas? Oui, je suis à la maison. Mets-toi en wifi, s'il te plaît. Mets-toi en wifi, s'il te plaît. Vous m'entendez? Ouais, là on t'entend mieux. Vous m'entendez là? On t'entend mieux, ouais. Ok, d'accord. D'accord. Donc, monsieur Nissan, ok, je vais pas faire un cours dessus parce que c'est pas le but. Effectivement, la dévaluation peut avoir un effet néfaste ou un effet positif sur l'économie d'un pays. Tout dépend de ta balance commerciale. Voilà pourquoi j'ai dit. Parce que la dévaluation, c'est quoi? Quand tu es dévalué comme nous, c'est-à-dire tu achètes tes choses 2 fois plus chères, mais en même temps, tu vends tes choses 2 fois plus chères. Donc, quand toi, tu me dis que les paysans vont se plaindre, mais non. S'ils vendent le cacao à 200, les mêmes 200, ils vont acheter à 400. Donc, je suis quand même un peu perplexe. On va discuter sur le cacao, parce qu'il faut que les autres parlent. Mais l'exemple que vous venez de donner, Non, vous avez pris tout votre temps pour parler, je vous ai écouté. Non, mais, bon, allez-y. Laissez-moi développer. Alors, j'ai posé cette question, je n'ai pas posé cette question dans le vide. Parce que quand vous dites que un monsieur qui arrive au pouvoir en 95, c'est-à-dire avant qu'il arrive, il y a un économiste qui est venu, qui a fait un travail et qui a préparé la dévaluation. Parce qu'il s'agissait de quoi? La Côte d'Ivoire exporte, son volume d'exportation est plus élevé que son volume d'importation. Le problème, il est quoi? Il faut assainir les finances publiques. Si les finances publiques sont assainies, si tu vends plus et que tu importes moins, tu gagnes de l'argent. Voilà pourquoi la balance commerciale en Côte d'Ivoire était de 710 milliards de francs CFA. Les paysans parce que la Côte d'Ivoire exporte beaucoup les matières premières, café, cacao, normalement, tout le monde devait en bénéficier. Voilà. Donc, vous étiez dans une position favorable, mais qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? Tout ça, ça fait partie du bilan. Donc, moi, je suis en train de prendre votre argumentation. Et comme je connais des trucs, c'est là que je vous dis, la dévaluation a profité à la Côte d'Ivoire, mais il y a beaucoup de pays africains à qui ça n'a pas profité, comme les pays du Sahel, qui dépendaient beaucoup des importations, comme les pays aussi du Sénégal, qui étaient déficitaires dans leur balance commerciale. C'est normal. Mais comme la dévaluation était imposée aux pays de la zone franc, il y a des dirigeants qui anticipent, parce que je dis, la force du président Ouattara, c'est toujours anticiper, qui a préparé cette dévaluation. Voilà pourquoi quand Bédi est arrivé, son premier ministre, c'était qui? C'était le ministre des économies et des finances de Ouattara, qui avait la double casquette. 08, excuse-moi. Tu as dit quoi? Moi, je serai obligé de répondre à ces Attends, s'il te plaît, il y a une phrase que j'ai pas bien compris. 08, tu as dit qui a préparé la dévaluation, tu m'as dit? C'est le président Ouattara qui a préparé cette dévaluation. C'est lui qui a préparé cette dévaluation.
Voilà. Ok. Alors, donc, je dis, Il va pas dire ça comme ça. Il va On va laisser dire ça. laissez-moi parler, bon Dieu. Bon Dieu, Non, laissez-moi tu vas parler. parler. Vous avez passé 23 Non, minutes à parler. tu vas parler. Je ne veux pas te Alors, donc, couper. non, taisez-vous, Je vais taisez-vous. pas Laissez-moi. t'écouter. Je Je dis, veux pas taisez-vous, t'écouter. vous posez vos questions. Il faut te calmer. Tu vas Mais écouter ce soyez qu'il a à dire. discipliné. Laisse-moi finir de Tu vas parler. Tu poses des finir. Il faut te questions. calmer. Il faut te Non, c'est calmer. toi qui te tais. C'est pas une Attends, question de Kevin, Non. Kevin, attends. Kevin, s'il te plaît. Kevin, s'il te plaît. Laisse-le finir sa Non, phrase. Bitignon, Oui. excuse-moi, frère. Mhm. Oh, j'ai l'impression que monsieur 0805 pense que c'est une interview, il est le centre, et puis nous, on pose des questions, lui, il répond. Non, on est en train de faire un débat, il y a un tour de parole. Oui. Monsieur Nsan a parlé, il a demandé 2 minutes. Et que les autres aient parlé 23 minutes, lui, il a parlé, on était tous mutés. On l'a écouté longuement parler. Après monsieur Nsan, il y a Célio qui est là. Donc, il demande les 2 minutes. Le problème que vous trouvez, excusez-moi, hein, parce que je vais reprendre mon droit de parole. Le problème, vous trouvez que nous ne sommes pas des panels démocratiques simplement parce que vous ne vous comportez pas de manière démocratique. On ne dit pas à quelqu'un qu'on ne connaît pas, tais-toi. Même si on partage des panels, même si on fait des débats de fois ensemble, jamais vous ne verrez un militant du PDCI, quelle que soit sa couleur, son truc politique, aller dire à quelqu'un, ferme la tête, toi, laisse-moi parler, tu as parlé 10 minutes. Non, s'il vous plaît, on est quand même 7 sur le panel de ce côté, à côté de M. Bitignon. Vous avez parlé, les autres vont donner leur avis. On a été bref pour vous laisser la place. Vous avez été long. Nsan a répondu, c'est lui est là. Si Kevin revient sur tes dits, tu dis pas tais-toi. Après, vous trouvez que nous ne sommes pas démocratiques. C'est parce qu'on n'a pas cette habitude. Eux, en tout cas, eux, par exemple, ils n'ont pas l'habitude. Moi, je viens du monde du béret, donc j'ai le bien malien en moi, mais eux, ils n'ont pas l'habitude. Eux, ils sont structurés. Donc, quand tu lui dis tais-toi, tu le frustres. Quand il va prendre la parole, il va pas te rater. Mais dans du bon français, peut-être que tu auras du mal. Mais il faut vraiment doser. On est tôt le matin, on n'a pas besoin de ça. En plus, vous n'avez pas un bon réseau. Donc, voilà, on n'a pas besoin de ça. On parle d'un truc, d'un fait. Et puis, je veux terminer en disant, Bitignon, on a des difficultés à discuter avec les jeunes militants du RDR, simplement parce que quand tu sors des années qui leur sont confortables, donc 2010, quand tu sors de 2010 et que tu remontes plus haut, ils ont du mal. Ils répètent que ce qu'on leur a dit. Alors que nous, on dit ce qu'on a vécu, pour la plupart du temps. C'est différent. Et ça fait des débats inutiles. Eux, ils disent ce qu'on leur a dit, ce qu'ils croient savoir. Nous, en 90, on était là. On n'était pas dans les couches culottes. En 93, on était là. En 95, on était là. On était déjà en âge de voter. Donc, quand on discute avec eux, on a du mal. Et surtout, quand on nous dit « tais-toi », c'est blessant. Donc, soit le monsieur veut continuer le débat avec nous, on fait le bilan du président Ouattara, parce que c'est lui qui est président de la République. On ne va pas venir faire le bilan du président Bédié. S'il y a un bilan ici dont on doit parler, c'est le bilan du président sortant, le futur ex-président de la Côte d'Ivoire. Celui qui ne sera plus président au mois d'octobre. C'est de son bilan qu'on doit parler. On ne parle pas du président Bédié. Le président Bédié est décédé et son bilan est passé. Donc, à un moment donné, on respecte nos aînés, on respecte leur mémoire et puis on ne leur achète pas la vendue populaire. Voilà, oui, je vais tout gâter. Oui. Donc, s'il vous plaît, monsieur, Nsan, Kevin et tous les autres qui sont ici, qu'ils soient PDCI, qu'ils soient Tiamis, ce ne sont pas des enfants. Dire à quelqu'un, tais-toi, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On est là pour un débat intelligent, entre personnes sensées. Donc, on n'a pas se parler avec le respect. Merci, ma princesse. Merci pour le... Vous avez parlé, est-ce que quelqu'un vous a interrompu? 08, s'il te plaît. 08, s'il te plaît. Regarde, je vais te donner une information. Tu sais, Kevin, Franck, Célio, Nsan, ce sont tous mes petits frères. Tu vois, donc ils me respectent énormément. Tu comprends? Donc, mais quand je parle, on me laisse parler. Je ne suis pas obligé. Attends, s'il te plaît, laisse-moi finir. Tu vas parler. Laisse-moi finir. parler tout à l'heure là. Attends. Je vais te donner tes 2 minutes que tu as demandé. Tu vas finir ta phrase. Après, Nsan va renchérir parce qu'il y a CIV qui est là, il y a Célio qui n'ont pas encore parlé. Tu comprends? Donc, prends tes 2 minutes, renchéris, et puis Nsan va te puis on va passer la parole aux 2 autres. C'est ce qu'elle voulait te faire comprendre, tout simplement. Vas-y. C'est en train de faire. Donc, c'est à toi de dire que quand il prend la parole, le cardio. Mais on ne coupe pas les gens à bout de champ. La dame a pris son temps, elle a parlé. Qui l'a coupé? Elle a dit tout ce qu'elle a voulu dire. La politique, c'est ça. J'ai décidé de faire la politique. Donc, personne ne dira quelque chose qui va me toucher. Personne. Parce que je sais que ça fait partie du jeu politique. Donc, je continue. Alors, donc, comme j'étais en train de dire, alors, vous êtes arrivé dans un moment où
l'économie de la Côte d'Ivoire était stable, ça allait bien. Donc, on ne peut pas me parler on est venu dans des situations chaotiques. Non. Et quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez fait de cette embellie économique? Voilà. Et vous avez en profité d'une politique qui s'était mise en place depuis 89 jusqu'en 93. Donc, si vous avez des acquis, qu'est-ce que vous avez fait pour solidifier ces acquis? Vous ne l'avez pas fait. Voilà pourquoi je vous ai posé la question. Pour vous, quel était l'impact de la dévaluation sur l'économie d'un pays? Et en plus, je vous ai posé la question sur la balance commerciale d'un pays. Alors, il ne suffit pas de dire oui, on a connu tant. Dans les chiffres, votre gestion a été mauvaise. Voilà ça dans les chiffres. Votre gestion était mauvaise. Maintenant, parlez maintenant du bilan du RADP. Je pense que dans mon deuxième tour de parole, il n'y a pas de souci. Je vais comparer avec tout ce qui s'est passé avant. Voilà. Donc, j'ai fini, je coupe mon micro. Bon, ok. Moi, je vais répondre clairement. Hein. Vas-y. Je vais répondre clairement. Alors, il faut savoir en fait quelque chose. Quand il parle en fait il parle en fait, d'accord, de prouesse économique. Il faut savoir que le réajustement en fait en ce qui concerne la parité, d'accord. Il faut savoir qu'en 94, il y a eu un réajustement en fait en ce qui concerne la parité. Ce réajustement en ce qui concerne la parité a eu à jouer bien évidemment aussi sur ce qu'il appelle en fait la préparation, le travail de Ouattara. Je mets ici au défi tous ceux qui sont là, d'accord, qu'ils aillent regarder. En 94, le réajustement sur la parité entre d'accord le franc CFA, d'accord, et le franc français de l'époque a eu un impact boom, un impact propulsif en fait sur l'économie en ce qui concerne les exportations et les importations. Qu'il aille vérifier et qu'il comprenne. Il faut comprendre quelque chose. Il a dit aussi quelque chose de très important. Et je pense que quand vous parlez d'économie, ça fait rire. Et il a parlé en fait, d'accord, il a donné un exemple sur le cacao ou le café en ce qui concerne nos paysans. D'accord. En ce qui concerne les prix à l'international, d'accord, sur les marchés, si, je sais pas, il a donné l'exemple de 200, je sais pas, 200, 400 $, s'il y a un avantage, en fait, pour les paysans ne peuvent pas se plaindre parce qu'à cette période-là, en fait, au niveau des cultures de rente, il y avait sur la balance, en fait, commerciale, un excédent par rapport au déficit vis-à-vis, en fait, des cultures de rente. Il y avait sur la balance, en fait, commerciale, un excédent par rapport au déficit vis-à-vis, en fait, des cultures de rente. Il y avait sur la balance, en fait, commerciale. Voilà. Il faut comprendre déjà que, par rapport au café, au cacao, en fait, le paiement, on va dire le versement en fait d'accord des exportations de nos cultures de rente à nos paysans ne se calcule pas ainsi. Sinon, ce serait trop facile. C'est pas parce que à l'international, le coût du palmier à huile ou de l'EVA ou du café, du cacao a atteint un niveau excessif qu'on va dire automatiquement il y aura une répercussion en fait sur la bourse de nos paysans. Ça n'a rien à voir. On a toujours été dans une politique d'accord de coût de stabilisation, comme la politique que la Caisse-Stable faisait. Aujourd'hui, on est dans cette continuité-là. Donc, cher ami, il faut aller bien te renseigner sur les chiffres. Et c'est pour cela, je t'ai dit, à cette période de 95, même sur le papier, si nous disons que la balance, en fait, commerciale de la Côte d'Ivoire était excédentaire que déficitaire, ça ne veut pas dire que les gens étaient au paradis. Enfin, je vais chuter sur quelque chose de très important. Je te dis que quand une dévaluation doit être mise en place, d'accord, c'est une politique monétaire. Une politique monétaire ne se décrète pas par signature du Premier ministre. Une politique monétaire, d'abord, se discute. Une politique monétaire se discute d'abord dans les ministères de tutelle, d'accord, y compris avec le Premier ministre, y compris avec les institutions d'État. Je te mets au défi. La dévaluation en Côte d'Ivoire a-t-elle été discutée avant sa mise en place dans nos différents parlements ou même, d'accord, dans plusieurs institutions ou même avec les partis, d'accord, d'opposition? Trouve-moi des éléments de preuve et tu les sors ici, tu ne verras nulle part. Je t'ai dit Abou Diouf, parce que la dévaluation n'était pas propre à la Côte d'Ivoire, qui était le chef d'État, président même du Sénégal, a dit qu'il était contre cette décision. Et moi, je t'ai dit qu'Houphouët-Boigny même avait déjà eu vent de cela et il était contre. Est-ce que tu comprends? Maintenant, Alassane Ouattara n'a aucunement préparé la parité entre le franc CFA et le franc français et n'a aucunement préparé la dévaluation. C'est du pur mensonge. La dévaluation, c'est sous l'impact de Balladur et de Nicolas Sarkozy, ministre du budget, sous Mitterrand. Je te mets au défi. Tu discutes ici dans le vide, tu ne vas pas être crédible. Pour ta crédibilité, et comme tu veux faire la politique et tu es passionné par la politique, moi, je te donne l'occasion aujourd'hui de me décrédibiliser par rapport aux propos que je tiens. Et enfin, je chute sur quelque chose. Daniel Tablan, non. Quand tu parlais, tu as demandé qu'on se taise. Écoute-moi bien. Parce que je vais rester sur ce panel exprès pour toi jusqu'à la fin. Et on va parler du bilan de Ouattara. Ça tombe bien. Parce que je pense que tu fais la politique. T'es pas comme les autres. Daniel Tablan-Duncan n'a pas attendu que Ouattara débarque en 88 pour s'intéresser à l'économie. Parce que ce que tu dis là, en fait, c'est du vent. Daniel Tablan-Duncan n'a pas attendu qu'Alassane Ouattara vienne comme un martien en Côte d'Ivoire pour qu'il s'intéresse à l'économie. Il était déjà, d'accord, il était déjà dans le sillon de ces gens-là qui devaient préparer l'économie de Côte d'Ivoire. Et il y œuvrait déjà. Va regarder sa biographie et tu verras. Il y œuvrait. Donc, même Henri Konan Bédié dont tu parles, Henri Konan Bédié était l'un des acteurs du miracle ivoirien. Il était ministre de l'économie très tôt. Et il a fait du bon travail par rapport à ton président, qui est un fameux économiste. Même si vous prétendez qu'il a acheté son doctorat en économie. Mais il y a eu des résultats. À l'époque, on parlait du fameux miracle ivoirien. Lui, il a fait un fameux miracle ivoirien. Toi, ton premier ministre, il a tué notre économie. Il a tout privatisé et il s'est bien servi dans notre économie. Et on va te le démontrer aujourd'hui, on va te le prouver. Merci.
Merci beaucoup, Vincent. Kevin, s'il te plaît. Non, Kevin, s'il te plaît. Tu vas avoir ton temps de parole. Je préfère que chacun garde l'émotion. Ils vont Non, c'est déconstruire. pas pour durer. Tu sais, il y a des choses qui sont véhiculées là. Pardon, on est dans l'attente, pardonnez, laissez-nous autant parler, Kevin, pardon, laissez-nous, sinon ça tourne de vous seulement. Sinon ça tourne de vous, Non, mais pardon. il y a eu des Non, non, motions. pardon, sinon ça tourne de vous. Non, mais ne me S'il te coupe plaît, pas. laisse-nous autant parler. Non, s'il te plaît, il faut Laissez-nous apporter autres parler. l'émotion. C'est ça qui fait l'ambiance S'il du te plaît, panel. on est en train de discuter. Si tu es pressé, tu Voilà, pars. Kevin, il faut prendre ta motion. Oui, tu nous, s'il te plaît. Si on bloque l'émotion, Non, c'est pas s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne fais pas. Depuis ce matin, nous, on est là, tu es venu nous trouver sur le panel, il faut être vraiment conciliant. Je vais faire une petite motion, permets. Il y a quelque chose qui a été dit, je vais rectifier ça rapidement. C'est pas pour, je vais même pas discuter. Kevin, tu as raison, vas-y. Voilà. Il a dit simplement que, lorsque le président Bédi en a pris le pouvoir, l'économie, on veut dire l'économie on se portait bien en quelque sorte. C'est ce qu'il a dit. Moi, je trouve que c'est faux. Alors, je vais corriger ça rapidement. On va écouter ici, Monsieur Tal, qui était le représentant de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, qui évoque les années 94. C'est tout. C'est pas pour discuter. Attends, Kevin, deux secondes. Me pose. Yao, tu as un problème de réseau. On te fait monter, tu bugs. Donc, faut stabiliser ton réseau. Je sais pas si tu es à la maison ou bien tu es au bureau. Essaie de stabiliser parce que tu n'arrives pas à monter. Tu es à la maison ou bien tu es au bureau. Essaie de stabiliser. Ok, bon, il est là. On va fermer son micro. Ok. Vas-y, Kevin. Il a un problème de réseau. Ouais. Alors, on va juste écouter Monsieur Tal, qui est le représentant de la Banque mondiale. Donc, c'est la Banque mondiale qui parle. Donc, on va mettre fin à ce mensonge qui a été véhiculé là. L'initiative en 1994, la Côte d'Ivoire était dans une situation d'endettement extrêmement importante et le service de la dette annuelle de la Côte d'Ivoire ne lui permettait pas d'investir véritablement dans les secteurs sociaux et dans les secteurs qui permettaient d'accompagner le développement. Donc, on a réfléchi. Donc, voilà qui est clair. La situation de la Côte d'Ivoire n'était pas réalisante. C'est totalement faux et tu as menti. Par contre, S'il te plaît, pardon. Donc, tu as menti. En disant que lorsque nous avons pris le pouvoir, la situation économique est... Non, s'il te plaît. Tu vois, tu as parlé, je t'ai pas coupé. Je suis juste en train de faire ma motion. J'ai joué une vidéo de la Banque mondiale qui atteste qu'en 1994, la situation économique de la Côte d'Ivoire, notamment sur les questions d'endettement et consorts, c'est pas ce qu'il a dit. s'il te plaît, permets que il y a des gens qui sont là, ils vont parler, permets que je chute. Voilà, qui a dit que la situation économique était telle que on ne pouvait même pas se permettre d'investir dans des projets sociaux de base. C'est pas ce que j'ai dit. Arrête ça. Arrête ce que tu fais. Voilà, merci. Parce que tout à l'heure, tu as essayé de parler de la dévaluation. Tu as évoqué les points positifs. Je voudrais préciser que pour gérer la dévaluation, il faut être d'abord intelligent. Il faut être bon économique. Parce qu'il y a beaucoup de pays africains qui ont mal géré leur dévaluation. Je vais te donner l'exemple du Zimbabwe, où c'était une catastrophe économique. Il y a les effets négatifs de la dévaluation. Parce que tout n'est pas positif. Et puis pour avoir aussi le résultat positif, c'est comme je l'ai dit, il faut être performant. Donc le président Bédi a été performant. Ça, c'est ce que je voudrais préciser. Deuxième chose, effet négatif, mais ça augmente aussi le coût de la dette extérieure. Ça, tu n'as pas évoqué. Le coût de la dette extérieure, là, ça grimpe. Surtout lorsque je veux dire, la dette est en devise étrangère. Donc ça aussi, il fallait gérer. C'est pour ça que tout à l'heure, si tu colles ça avec les propos de la Banque mondiale, tu comprends ce qu'il veut dire. Donc la situation de la Côte d'Ivoire, là, ça s'est empiré négativement de ce côté-là. Ce qui faisait qu'on ne pouvait même pas investir dans des projets sociaux de base. C'est ce que je voudrais rajouter. Je vais m'arrêter. Merci. Ok, merci. Bon, je vais mettre un peu d'ordre un peu sur le panel parce qu'il y a du monde et puis il y a du monde en bas qui nous écoute. Et puis bon, on a beaucoup de demandes. Si les gens veulent monter, 08. On va mettre un chrono. On va donner, je sais pas, 5 minutes par personne pour que le débat soit beaucoup plus dynamique. Voilà. CIV2 2225. Ouvre ton micro, prends tes 5 minutes s'il te plaît. Merci beaucoup, grand frère Bitignon. Bonjour à tous sur le panel. Kevin m'a arraché les mots de la bouche par sa chute. Le frère 08, peut-être il ne sait pas, mais la dévaluation a accru la dette extérieure de la Côte d'Ivoire. Étant donné que la monnaie locale étant donné que notre monnaie avait baissé, les devises étrangères ont augmenté. Je ne dis pas que tous les effets du franc CFA étaient négatifs. Non, je ne dis pas ça. La dévaluation du franc CFA était négative. Mais l'inflation, les gens ont perdu 50% de leur pouvoir d'achat. Ça, c'est quelque chose que je dois comprendre. Et c'est ce que le président Thiam expliquait dans une vidéo en disant qu'il a participé à la dévaluation du franc CFA parce qu'il fallait convaincre les acteurs sociaux du bien fondé de cette décision-là et qu'il fallait renégocier certaines choses.
Voilà. Donc, dire que tous les effets du franc CFA étaient bénéfiques, c'est pas vrai. Voilà. Il y a eu quand même des bons côtés, mais il y a eu également des très mauvais côtés. Ah, c'est important. Deuxième chose, de façon économique, il est hasardeux de comparer des périodes de gestion aussi éloignées. C'est hasardeux. On ne peut pas prendre une période de gestion de 95, ou bien disons de 94 à 2000, et venir la comparer à une période de gestion de 2011 à 2025. Non seulement les périodes ne sont pas les mêmes parce que le président Ouattara a fait 14 ans presque au pouvoir, le président Bédi n'a fait que 6 ans au pouvoir. Ils sont arrivés au pouvoir, comme le grand frère Vincent disait, dans des conditions qui sont totalement différentes. Donc, quand je vous entends sur vos panels en train de danser des deux pieds, mais comparer les périodes sans tenir compte de tout ce qui est comme conjoncture à cette époque-là, c'est stupide en fait. Prenons un seul exemple. Le prix des matières premières, la principale en Côte d'Ivoire, c'est le café cacao. Quand Bédi était au pouvoir, quand Gbagbo était au pouvoir, le café cacao coûtait combien à l'international? Mais aujourd'hui, les prix du café cacao ont considérablement grimpé à l'international. Donc ça fait rentrer beaucoup plus d'argent que quand les autres étaient au pouvoir. Alors qu'on sait que le café cacao pèse pour combien dans nos PIB? Après les 20%. Donc il faut comprendre ça. Donc les situations ne sont pas les mêmes. Donc on compare, il faut comparer de façon plus objective. Mais le grand Babi m'a mis 2 minutes ou bien combien de passés là, je vois que je suis là à 2 minutes. Les autres ont parlé longtemps, hein. Le doyen t'a mis 5 minutes. J'avais mis 5 minutes, mais t'as pas vu. Les autres ont parlé longtemps, ils ont dépassé 5 minutes. Voilà. Je t'avais mis 5 minutes, mais bon, comme tu as parlé, t'as pas fait attention, je t'avais mis 5 minutes. Voilà. Vas-y. C'est important. Deuxième chose, quand vous dites que les autres n'ont rien fait du tout, mais c'est pas vrai. Vous n'êtes pas venu trouver la Côte d'Ivoire sur des arbres. Vous n'êtes pas venu trouver la Côte d'Ivoire sur des arbres. À un moment donné, je pense que ce que vous racontez dans les grains là, vraiment essayez de doser un peu. Essayez de doser un peu. Comme Nissan le disait, quand le président Ouattara arrive au pouvoir, la Côte d'Ivoire bénéficie d'une réduction des dettes. On tombe à 2000 milliards de dettes. Donc c'est comme si c'est cadeau. Le pays a la possibilité maintenant d'emprunter. Tu es fonctionnaire. Tu es endetté jusqu'au cou. Et un matin, tes créanciers te disent, OK, ta dette que tu as contractée là, comme tu nous dois 7000, on enlève 5000 dedans, tu vas nous rembourser 2000. Mais dans les 2000 là même là, c'est une partie des 2000 là, on va te redonner ça comme forme de crédit encore en construisant des infrastructures chez toi. Donc il n'y a rien de tel. Regardez aujourd'hui, prenez la période de 2011, disons même 2011 on venait de sortir de la guerre, prenons de 2012 à 2018, si on veut comparer 6 ans. De 2012 à 2018, quelles sont les infrastructures tellement majeures qu'on a vues dans ce pays pour dire qu'il a fait plus que tous les autres? Henri Konan Bédié, pas pour faire des comparaisons, mais il a fait plus que tous les autres. Henri Konan Bédié, pas pour faire des comparaisons, mais il a fait plus que tous les autres. Yao sort complètement du panel, ferme le petit TikTok et va sur WhatsApp et tu reviens. Yao sort complètement. Non, c'est Butunion qui doit fermer son micro. Non, parce que Yao, Mon micro est fermé. Mon micro était fermé. Hein. Voilà, en fait, c'est Yao. Yao sort complètement, si tu m'entends. Sors de l'application, ferme-la, va sur WhatsApp et tu reviens en fait sur TikTok et tu refais ta demande. Ok. Désolé, c'est IV, hein, désolé. Non, il n'y a pas de problème. Quand aujourd'hui on se tape en partant, on dit on a un taux de couverture d'électricité de 96%. Mais pourquoi on atteint 96% de taux d'électrification? Mais c'est parce que les gens ont construit des infrastructures pour, bien évidemment, produire l'électricité. À ce jour, les plus gros producteurs d'électricité demeurent toujours Cyprel et Azito. Hormis le barrage de Soubré que vous avez mis en marche, quelle infrastructure majeure en termes d'électricité en termes de production d'électricité que vous avez mis en marche? Il n'y en a pas. Laurent Gbagbo, en 10 ans de guerre, a doublé le PIB de la Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo est arrivé au pouvoir, le PIB était de 16 milliards de dollars. Quand Gbagbo quittait le pouvoir en 2010, le PIB était de 32 milliards. Il a doublé. Il a doublé. Donc si on veut regarder chiffre, et puis dire non, voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Regardez vous-même, avec le niveau de dette qu'on n'a jamais atteint en Côte d'Ivoire. Quand on prend les budgets cumulés, j'ai dit bien les budgets cumulés de la Côte d'Ivoire, de 2012 jusqu'à maintenant, on a plus de 100 000 milliards. J'ai dit 100 000 milliards. Mais avec ces 100 000 milliards, on n'a pas pu équiper chaque région, chaque CHR d'un scanner. On est encore en train de dire à des gens de Bondoukou, allez à Bon Groupe, allez faire scanner. Une ville aussi importante que Bondoukou. Il y a encore des régions entières qui n'ont pas de scanner. Il y a 11 scanners à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, on a combien de régions? On a 30 régions à l'intérieur du pays. On n'a que 11 scanners sur les 30 régions. On a 6 scanners sur les 30 régions. Et vous trouvez que ça, c'est inattaquable, c'est tellement beau, c'est tellement bon? Non. C'est pas bon. C'est pas bon. Si avec 100 000 milliards de budget cumulés, on n'a pas pu acheter des scanners pour toutes les régions, c'est que c'est grave. C'est que la santé n'est pas une priorité.
Si avec 100 000 milliards de budget cumulé, les enfants sont encore 70, 80 dans certaines classes, c'est que c'est pas bon. Si avec ce niveau de dette, on manque encore de professeurs dans plusieurs classes, c'est que c'est pas bon. Donc voilà la réalité. Dire que tout va bien, non. La ministre, je vous termine par là, parce que je sais comment il a arrêté tout à l'heure, je termine par là. Je déroule mon ordinateur, je vais vous lire simplement ce que la ministre elle-même dit, qui lutte contre la pauvreté, belle monde. Elle dit dans son discours, bonjour mademoiselle, vous allez bien? Elle dit dans son discours, en Côte d'Ivoire, la baisse de la pauvreté amorcée sur la période 2012-2015 a s'est renforcée en 2018. Elle dit très bien. Elle dit les districts autonomes d'Abidjan régissent le taux de pauvreté le plus faible, environ 10%. Mais les régions du Bafing, du Kabadougou, du Tonkpi, du Kavali, du Unzi, du Tchologo ont les niveaux de pauvreté les plus élevés avec des scores de plus de 60%. Je répète, les régions du Bafing, du Kabadougou, du Tonkpi, du Kavali, du Unzi, du Tchologo ont les niveaux de pauvreté les plus élevés avec des scores de plus de 60%. C'est-à-dire que 60% de taux de pauvreté. Et les autres régions ont un niveau de pauvreté qui varie entre 40 et 60%. Donc c'est facile de venir dire, non, on a un niveau de pauvreté de 36%, de 35%, parce que quand on prend la moyenne nationale, ça maquille tout, mais quand on prend dans les détails, mais c'est catastrophique. Que des régions soient encore à 60% de taux de pauvreté, c'est catastrophique. Que des régions soient encore à 60% de taux de pauvreté, c'est pas moi qui le dis, c'est la ministre Bellemonde qui le dit, dans un discours, que j'ai retrouvé sur la page même du gouvernement. Donc de quoi on parle? De quoi on parle? Vous pensez qu'aller faire rond-point à Bobo, c'est ça qui est la richesse là? C'est ça qui est trop bien et puis on s'est fini, on ne peut plus respirer. Vous n'avez pas même trouvé la Côte d'Ivoire dans un désert. Si Laurent Gbagbo n'avait pas été performant là, le pays se serait complètement écroulé. Mais vous avez trouvé un pays qui était encore quand même un peu debout. Était debout. Donc arrêtez de distraire les gens. Chacun a fait sa part. Mais je termine par en disant que Macky Sall, c'est que Macky Sall a réalisé comme infrastructure au Sénégal là. Il y en a beaucoup qu'on n'a pas encore vu en Côte d'Ivoire ici. Quand vous voyez le stade de Dakar, il n'y a pas son 2 en Côte d'Ivoire ici. Le BRT que nous on commence à construire ici là, Macky Sall a fini de construire ça. Regardez l'aéroport Blaise Diagne. C'est l'un des plus beaux aéroports d'Afrique, l'un des plus beaux aéroports bon, on dit belle, non? Bon, c'est le plus joli que notre aéroport ici. Regardez Diamniadio. Diamniadio a quitté de la poussière. Faut pas te blesser, faut pas te blesser. Oui, c'est ça. Diamniadio a quitté de la poussière pour devenir une ville. Il a construit une cité ministérielle à Diamniadio. Le TER, tout ça. Mais quand ils sont partis aux élections, ils ont perdu au premier tour. Vous connaissez la vérité, c'est la raison pour laquelle vous faites tout pour exclure des candidats. Vous connaissez la vérité. Vous pensez que les citoyens, ils se laissent facilement manipuler parce qu'on a pris 2-3 petits gringalais qui se promènent en train de filmer les infrastructures toujours. Ah, la Côte d'Ivoire, c'est pas Dubaï. Mais franchement, laissez les gens choisir leur président. Vous verrez. Si vous avez passé le premier tour, c'est que vous êtes fort. Ok, merci CIV. Alors, j'ai besoin des RHDP sur ce panel là, parce que moi j'ai du lourd ce matin là. J'ai du très très lourd ce matin. J'ai besoin des RHDP sur ce panel. Arrêtez d'être sur vos panels de grains pour raconter tout ce que vous voulez. Venez parler des vrais sujets avec des vraies personnes. 08, est-ce que tu peux renchérir en 2 minutes ou bien je passe la parole à Célion? Non, je vais parler en toi, tu fais bien, même si tu laisses 2 personnes parler. Non, tu es tout seul, donc je veux, parce que ici là, eux tous là, je pense que tu es le seul, donc on va te donner un peu plus de temps. Donc si tu peux renchérir en 2 minutes avant que je passe la parole à Célio. Si je cède ma place, je remonte tout à l'heure. Ok, promis, hein, je t'attends, tu viens. Hein, Ok, à tout à l'heure. Vas-y, 08. J'ai entendu tellement beaucoup de gens dire des choses, mais moi, si tu vois, je dis jamais aux gens qu'ils mentent. Mais c'est dans mon argumentation, je montre qu'ils disent n'importe quoi. J'ai entendu Nssan parler de Kablan Denkan. Je vois que Nssan, tu le connais même pas. Kablan Denkan, il a toujours travaillé à la BCAO. Son dernier voilà, excuse, 08, attends, tu as du renfort, hein, donc ça va aller pour toi. Il y a Thompson qui est monté. Vas-y. Ouais, ah ouais, mon frère Thompson. Ouais, allez. Kablan Denkan, c'est Ouattara qui l'envoie en Côte d'Ivoire. Son dernier poste qu'il a eu à la BCAO, il était directeur du patrimoine de l'informatique. Son dernier poste qu'il a eu à la Côte d'Ivoire, c'était administrateur de la CNPS avant les années 85. Donc, de quoi tu parles? Denkan, c'est Ouattara qui l'a envoyé. Donc, quand vous ne savez pas des choses, c'est pas la peine d'avancer des choses qui ne sont pas. Parce que je te mets au défi, tu me dis le dernier poste que Kablan Denkan a eu dans l'administration ivoirienne, tu ne trouveras pas. La CNPS, c'était avant les années 85. Sinon, il était toujours à la BCAO. Il a commencé à Abidjan ici, en tant que directeur des études. Et puis, le président Ouattara, quand il était à la BCAO en 88, il a envoyé là-bas. Là-bas, il était directeur du patrimoine de l'informatique. Ça, c'est un. Voilà. Donc, ton premier ministre que Bédia a utilisé, c'était le ministre des Finances du président Ouattara, qu'il a pris en tant que ministre des Finances et premier ministre, parce que c'est lui qui était à même de gérer la politique économique du président Ouattara, vu que lui-même, il est économiste. Ça, j'ai fermé cette parenthèse. Ok, j'ai entendu des gens parler, dire des choses. C'est vrai que je préfère ce mot-là. J'ai l'impression que
Les gens sont dans une Côte d'Ivoire abstraite. Parce que vous voyez, vous dites des choses, mais moi, je vis en France. Moi, je vis en France. Mais j'ai la chance par rapport à mes activités, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je suis qu'à l'intérieur du pays. Parce que c'est là-bas que j'ai mes marchés. Voilà, il y a des zones que je connais. Vous voyez? Mais quand il y a des zones, tu t'en rends compte parce que le tissu social en Côte d'Ivoire est divisé en deux. Je peux dire même en trois. Il y a l'activité qui se passe à Abidjan, la préoccupation des gens d'Abidjan, diffère de la partie de la manière de vivre des gens de Yamoussoukro, de Bouaké et de Man, et elle diffère encore des gens qui vivent à l'intérieur, ceux qui vivent dans les zones rurales. Chacun a ses réalités. Qu'est-ce qui a fait le charme du président Gbagbo lorsqu'il est rentré dans la politique? Gbagbo a eu cette vision de s'attaquer au tissu social ivoirien. Quand on parle de santé, quand on parle de justice sociale, c'est ce qui a fait son charme. Parce que tout ce que le PDCI faisait, mais sur le plan santé, sur le plan éducation, sur le plan travail, sur le plan... il n'y en avait pas en Côte d'Ivoire. Donc voilà pourquoi il était audible. Et nous, ça, on l'a su. Il y a des populations aujourd'hui, des grosses populations. Comment on peut, moi, on peut me dire, une grosse région comme on appelle ça, la boucle du cacao, qui est un des premiers pouvoirs d'économie. Juste une motion, hein, si tu peux chuter en quelques secondes. Attends, je suis le seul. Si vous ne me laissez pas parler. C'était juste une motion en 2 minutes, si tu peux chuter, parce qu'il y a Céline qui n'a pas pris la parole. Je vais chuter. Comment on peut considérer une région comme la boucle du cacao, qui est un des premiers pourvoyeurs économiques de la Côte d'Ivoire, qui est en manque crucial d'infrastructures. Et ce n'était pas nous, notre zone. Des gens qui produisent du cacao, qui produisent des denrées alimentaires, qui n'ont même pas de route, qui n'ont même pas d'électricité, qui n'ont même pas d'hôpitaux. Mais nous, on attend en 2025 ce que vous allez leur raconter. Parce que nous, on est arrivé qu'en 2012. Hein. Mais ce que nous, on a fait pour eux, personne ne l'a fait. Mais on verra. C'est bien sur les panels, vous racontez ce que vous voulez. C'est bien. Mais sur le terrain, ces populations, des gens qui sont obligés de mettre leurs femmes sur le vélo pour faire 18 km là, ils vont à côté. Vous allez leur dire, j'attends pour dire. Donc, c'est facile de parler, de dire les bonnes choses. Nous, on a la chance de gérer ce pays avec pragmatisme. Lorsqu'on arrivait au pouvoir, tout était à refaire. On a eu cette chance. Ok, 08. Attends, tu auras une deuxième prise de parole. Edouard Bitignon. Oui. Si tu permets, je sais que Célio doit prendre la parole. Donnez-moi 1 minute, s'il vous plaît. Parce que j'ai donné une minute. On va pas faire ça. Parce que moi, quand c'est comme ça... Non, j'ai demandé à l'autre du panel de m'accorder 1 minute, exceptionnellement, 1 minute. Comme ça. Mais non, mais pourquoi vous avez 0805? Je demande à l'autre du panel, 0805. Il y a Thompson qui est là. Il y a Thompson qui est venu en renfort. Je demande à l'autre du panel de me donner 1 minute, c'est important pour nous tous. Il faut que je finisse, alors que je n'ai pas fini, je suis seul. Ah, mais j'ai cru que vous aviez fini. Non, 08. Vous êtes 3. Je suis 3. Je vais laisser les autres. Il y a Thompson, il y a Bill Plasker. Kevin, s'il te plaît. Kevin, s'il te plaît. 08, s'il te plaît. 08, s'il te plaît. On va canaliser. Ferme ton micro. On va canaliser un peu, s'il te plaît. S'il te plaît, ferme ton micro. Voilà. Tout à l'heure, je t'ai permis de renchérir après CIV parce que tu étais seul, tu vois. Et je t'avais donné 2 minutes. Mais là, tu as pris au moins 5 minutes, tu vois, non? Donc, lors de ta prochaine prise de parole, tu vas pouvoir te développer. Parce qu'il y a Célio qui n'a pas compris la parole. Je vais laisser les autres parler. Parce que j'arrive pas à m'exprimer comme non, tu vas parler. Oui, non, laisse-les vont parler. Mais prochainement, je pense qu'on va savoir, parce que toi et Bitignon, sincèrement, on parle de politique et j'aime ça. Mais prochainement, parce que je vois qu'il y a un peu... Non, reste calme, t'énerve pas. Bitignon ne veut pas me donner les 1 minute, je ferme mon micro. Grand frère Bitignon, avant que tu te prononces sur le cas, sur la demande d'Insan, je voudrais d'abord préciser qu'il y a désormais plus de 3 pro-RHGP sur le panel. Donc, il n'est plus question de faire des faveurs à 0805 pour 2 minutes de plus. C'est quoi ça? Tu parles à l'autre du panel, s'il te plaît. Je peux parler à l'autre du panel, s'il te plaît. S'il te plaît, permets que je termine. Il y a Thompson qui est là et il y a Bill Cass qui est là. En marche est un mouvement pro-RHGP. Donc, ça fait 3 RHGP pour le reste du panel. Donc, je crois que c'est largement suffisant. Non, désolé, c'est pas un mouvement. On n'appartient pas à un parti politique. Voilà. Vous êtes pro-RHGP. Donc, on n'appartient pas à un parti politique. Vous êtes pro-RHGP. On va pas discuter sur ça. Lucas l'a déjà indiqué, donc on va avancer. Voilà, donc grand frère Bitignon, c'est ma demande que je tenais à faire, donc tu vas trancher sur les différentes demandes, celle de Insan et puis ma demande. Ok, bon, de toute façon, effectivement, il y a Thompson, il y a 08, bon, il y a En Marche, bon, je l'ai jamais entendu, peut-être, bon, je vais te faire confiance. Donc, ils sont 3 sur le panel.
Donc on va faire comme d'habitude, chacun va prendre sa prise de parole et puis on va enchaîner et puis on va autoriser l'émotion. Bon, il est parti. Je sais pas, il est très susceptible ce monsieur. Bah, il est revenu là, je l'ai vu qu'il est revenu sur le panel. Bon, est-ce que tu m'accordes une minute exceptionnellement, Célio? Vas-y, 59 secondes, vas-y. J'ai entendu ici que Daniel Kablan-Duncan travaillait à la BCAO et c'est par là qu'il a été recruté. Je mets tout le monde, allez-y sur le site gouvernemental gouv.ci.doc/biographie _PM_3.pdf Daniel Kablan-Duncan. De 70 à 73, Daniel Kablan-Duncan exerce en qualité de fonctionnaire au ministère de l'économie. Sa fonction, c'était sous-directeur des interventions et des relations économiques extérieures. Ça veut dire qu'il travaillait déjà avec Henri Konan Bédié. On ne connaissait pas Ouattara. De 73 à 74, il était au FMI. Il y était en tant que Special Appointee en analyse politique financière. 74-86, c'est là il entre à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest en tant que chef de service des études de l'agence d'Abidjan, d'accord? Puis il devient adjoint au directeur national en Côte d'Ivoire. On ne connaissait pas Ouattara. Donc, 88, avant 88, il devient le directeur de la CNPS. Directeur général de la CNPS. D'accord? Et 89-90, directeur central du patrimoine et de l'informatique au siège de la BCAO à Dakar. C'est pas ce qu'il y a dit. Non, doucement. Ça veut dire, je suis en train de te dire que Daniel Kablan-Duncan était déjà dans les arcanes de l'État. En 70, de 70 à 73, il était sous-directeur des interventions et relations économiques extérieures. Il travaillait avec Bédié. Donc, c'est pas Ouattara qui a fait Daniel Kablan-Duncan. Est-ce que tu comprends? De 70 à 73, il était sous-directeur des interventions et des relations économiques extérieures. Au temps où, avant le miracle ivoirien. Donc, c'est pas Ouattara qui l'a fait. Le débat, il est clos. Merci. Ok, merci beaucoup, Nsan. Célio, bonjour, bienvenue sur le panel, sur ton panel. Merci pour ta patience. Vas-y, après je vais passer à Jonathan, après Thompson, après Bill Kaza. Je sais pas si c'est Bill Kaza ou bien En Marche, je sais plus. Alors, bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, mais bon, il faut que tu parles un peu plus fort. Non, je ne me réveille. Comme un vrai Woody. Alors, déjà, je peux te confirmer, En Marche, là, ils sont pro-RDR. Donc ça, là, je pense que c'est pas un débat. Même s'ils sont pas affiliés au RHDP, mais ils sont pro-RDR. Alors, moi, j'ai entendu notre frère 08 parler tout à l'heure. Je pense que, au fait, vous voyez, le RDR, il n'y a pas en Côte d'Ivoire un parti politique qui dit et se contredit que le RDR. C'est toujours ce même narratif. Oui, nous avons construit des hôpitaux, on va voir ce que vous allez dire aux populations, etc. et tout. Aujourd'hui, là, le problème principal de l'Ivoirien, là, on vous demande quelles sont vos actions pour lutter contre la vie chère? Quelles sont vos actions pour lutter contre l'augmentation du courant? Avec tout l'endettement que vous avez créé aujourd'hui, avec la suppression des subventions, etc. et tout, quelles sont vos actions concrètes? C'est ce que nous, on veut savoir. Parce que jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui, tout le monde se plaint du bilan de la santé. C'est factuel. Vous avez passé votre temps pendant plusieurs années là à nous faire savoir, on a construit des hôpitaux, on est meilleur que vous, etc. et tout. On va même pas encore parler. Hein, je pense que Kevin a fait écouter tout à l'heure. Il a fait écouter tout à l'heure M. Fall, qui avait décrit la situation en 94, le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire. On sait très bien que c'était une situation très difficile qui permettait pas au président Bédié de pouvoir réaliser, en tout cas d'avoir l'opportunité comme a eu le président Alassane Ouattara en 2011, quand il a joui finalement d'une Côte d'Ivoire vierge qui lui a permis de pouvoir avoir un taux d'endettement aujourd'hui. Pareil. Mais dans le fond, parlez de votre bilan. Quand vous dites avoir construit des hôpitaux à moins de 5 km, etc., c'est bien beau de venir dire oui, comment ça se fait dans une zone comme ça, depuis longtemps, vous n'avez rien construit. Mais quelle était la démographie de la Côte d'Ivoire à ce temps? Est-ce que la démographie à cette époque-là et maintenant, est-ce qu'elle est pareille? Est-ce que la démographie à cette époque et maintenant, est-ce qu'elle est pareille? Soyons factuels. Est-ce que le besoin urgent aujourd'hui, le besoin crucial aujourd'hui de l'époque et de maintenant était pareil? Et même, tiens, en parlant de ça, qui a empêché les gens ici de travailler pour des histoires de boubou et consorts? Qui a passé son temps à massacrer un certain peuple ivoirien? Honte, des frustrations, parce qu'on ne nous laissait pas porter des boubous.
et des meurtres à n'en point fini, des massacres atroces face à des populations décimées, etc. et tout, à n'en point fini. On peut comparer le degré de frustration. Donc aujourd'hui, là, est-ce que vous pouvez aussi nous permettre d'être frustrés du fait que vous écartez des candidats parce que soi-disant, on doit respecter la loi, etc. et tout. Cette même loi-là que vous transformez, quand vous transformez la justice aussi, vous manipulez la justice, etc. Mais en fait, j'ai l'impression que quand vous, le RDR, vous parlez, j'ai l'impression que vous vous foutez de la conscience des gens, et puis vous n'avez même pas conscience, au fait, de comment vous transformez les choses. Non, mais à un moment donné, respectez un peu la conscience des gens. Vous empêchez les gens de travailler. Avec tout ce que vous créez comme désordre dans ce pays-là, maintenant, aujourd'hui, on vous donne l'opportunité de construire une belle Côte d'Ivoire parce que vous avez construit 2-3 petits trucs ci et là, c'est fini pour vous. Vous êtes les meilleurs, pour vous, vous avez bien fait. Si vous avez bien fait, vous avez bien travaillé, comme vous dites, arrêtez de manipuler la justice à votre guise pour votre propre intérêt. Parce que jusqu'à preuve du contraire, quand on parle de ce fameux article 48, je pense que les avocats du PDCI l'ont démontré. Le président Félix Houphouët-Boigny, intelligent, grand visionnaire, avant de mourir, a pu quand même, créer un moyen pour ne pas que cette loi-là soit appliquée bêtement. Mais tout ça, là, vous avez jeté ça au placard. Il a fallu que les avocats là, puissent démontrer, qu'aujourd'hui, par exemple, si l'article 48 doit être appliqué, il faut obligatoirement qu'il y ait une décision de justice. Il faut que ça soit matérialisé. Mais vous avez voulu ici nous faire croire que c'est une affaire de... ça doit être automatique, c'est systématiquement automatique, etc. C'est-à-dire quand ça vous arrange, à cette époque-là, vous étiez réfractaire aux lois. Mais quand vous êtes au pouvoir aujourd'hui, tout le monde doit s'aligner à la loi. Et puis à cette même loi, à cette même justice-là que vous manipulez. Donc à un moment donné, arrêtez de vous foutre des Ivoiriens. Où nous vous attendons là? Dites ce que vous pouvez faire pour lutter contre tous ces détournements en un point fini là. Quelles sont vos actions? À part enlever les ministres, à part enlever, les personnes qui détournent, les remplacer par d'autres personnes. Qu'est-ce que vous faites? Si on veut comptabiliser tous les détournements qu'il y a eu dans ce pouvoir-là, RDR là, mais c'est pas comparable. Parce que oui, c'est vrai, il y a eu des casseroles dans d'autres partis politiques, parce que tous les partis politiques ne sont pas blancs et neige. Mais quand on fait votre bilan, mais il n'y a pas de comparaison à faire. Vous êtes les chefs. Est-ce qu'il y a plus voleurs que le RDR parmi tous les autres gouvernements qui sont passés? Donc de quoi on parle? De quoi vous nous parlez? Quand le même Arthur Bongar, il n'y a pas combien de temps, luttait sur les plateaux télé pour que Tidjane Thiam revienne. Quand le même Arthur Bongar sur les plateaux télé, on a construit des centres de santé, on a construit des hôpitaux, on a construit des écoles. Il n'y a pas meilleur que le RHDP. Mais sur un même plateau encore de télévision, quand on lui demande, mais tes propres enfants, ils fréquentent où? Non, je ne peux pas mettre mes enfants au public. Pourquoi? Parce qu'ils sont 80, ils sont 100 en classe. Ah, donc depuis vous êtes arrivé, malgré tout ça, donc ça n'a pas changé. Parce que c'était la même chose on a décrié dans le passé. Hein. C'était la même chose qu'on a décrié dans le passé. Les élèves qui sont 100, 80, 200 en classe, etc. et tout. Mais je croyais que quand le RHDP est venu, ils ont construit plus de 800 écoles. Et jusqu'à aujourd'hui, cette situation-là ternit toujours. Mais c'est que vous avez échoué. Votre bilan est médiocre. Donc ça ne sert à rien de monter sur les panels, de venir nous vanter ci et là, que vous avez construit des hôpitaux, vous avez construit des écoles par-ci, par-là. Parce que dans le fond, c'est comme la peinture à eau. Tu touches net, ça s'efface. C'est ça votre bilan. C'est que du maquillage, que du verbillage. Donc arrêtez de nous distraire. Ces mêmes personnes-là, ce sont ces mêmes personnes-là dont vous pensez que vous avez tellement fait du bien qu'ils vous vomissent aujourd'hui. Mais on est là, comme tu le dis, 2025 est là, les élections approchent. Et puis qui vivra verra. Merci. Ok, merci Célio. Bon, je vais mettre en place un petit truc. Il y a quoi? Il y a Kevin, il y a Jonathan, il y a Célio, et puis il y a CIV. Bon, Ensan, lui, il a pas. Et il y a Bill, il y a 08 et il y a Thompson. À chaque intervention d'un PDCiste, on va donner l'opportunité au RHDP de parler, ainsi de suite. Et puis, on va rendre plus dynamique. Donc, Jonathan, s'il te plaît, tu vas patienter. Est-ce que tu permets au moins que je joue une vidéo rapidement quand tu finis là? Attends, si Thompson le permet, bah, c'est à lui de parler. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il permet ou pas?
Il me laisse son temps de parole, il va passer sur la vidéo qui... Vas-y, Kevin, vas-y. Ok, Thompson permet. Merci, Thompson. Vas-y, Kevin. Alors, c'est pour aller un peu dans le sens de ce que Célio a dit. D'ailleurs, je le salue, le président Célio. Alors, c'est pour aller un peu dans son sens de ce qu'il a eu à dire. Et on va tous écouter. Voici le travail du RAGP. Ministre Patrick Hachi. Non, je ne le veux pas, mais seulement ce que je fais remarquer, c'est que quelqu'un qui dit au voleur, on dit non, vous deux, puisque tu as crié au voleur, on vous suspend. J'ai porté plainte au niveau de la police économique et financière. J'ai même les rapports, tous les rapports. J'ai porté plainte. Mais malheureusement, ça n'a pas donné de suite. Pour vous, c'est une caution à la corruption, à la mauvaise gouvernance? Je considère que quand les gens ont volé et qu'on a les preuves palpables et qu'on ne traduit pas en justice, c'est comme si on encourageait la corruption. Alors, le gouvernement Patrick Hachi alors était un gouvernement corrompu? Non, je n'ai pas dit que c'était un gouvernement corrompu, mais ils n'ont pas posé les bons actes. Ils n'ont pas posé les bons actes par rapport aux gens qui étaient corrompus. Ça, je le maintiens, j'en ai les preuves, et j'ai dit que ça, je ne peux pas le supporter. Donc, on a un RAGP qui protège donc les personnes corrompues en Côte d'Ivoire. Ça, c'est Joël Nguessan qui nous dit qu'il a même des preuves. Il a même des preuves. Donc, le RAGP, c'est un parti qui protège justement les personnes corrompues. Et je voudrais rappeler à tout le monde que le montant de la corruption évalué par l'autorité de la bonne gouvernance se situe autour de 1400 milliards de francs CFA par an. Je m'arrête là, c'était juste ça. Ok, merci Kevin. Thompson, bonjour, bienvenue sur le panel. Voilà, le sujet, tu l'as bien compris, hein, c'est le bilan du RHDP et on t'écoute. Oui, monsieur Bidignon, comment tu vas? Bonjour à tous. Bonjour à Kevin et bonjour au frère 08. Alors, Kevin, la vidéo que tu viens de jouer là, et moi je pense qu'on a des chiffres qui sont là. Il faut aller vérifier les chiffres. Parle plus fort, parce que tu as une grosse voix normalement, toi. Tu parles bien fort, là. Parle plus fort, s'il te plaît. Oui, non, en fait, je suis au boulot, c'est pour ça. J'étais là à dire à monsieur Kevin que, vous voyez, en Côte d'Ivoire, c'est sous le président Ouattara que l'indice de corruption a baissé. Et c'est un fait. Donc ça veut rien dire. Arrêtez de vous fier sur les dits des gens. Nous sommes des intellectuels et nous sommes dotés d'une intelligence incroyable. Donc arrêtez de vous fier sur les dits des gens. Nous sommes des humains. Voilà, donc on peut amener à manipuler les gens. Donc moi je vous dis ça, franchement, lorsque nous sommes dans un débat, arrêtez de faire ces gens de sortie. Et c'est pas bien. Et je vais revenir sur les dits de monsieur CIV, Élysée ou bien Élysée, qui défendait le président Ouattara hier, et qui disait que Laurent Gbagbo n'avait rien fait en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est lui qui vient défendre Laurent Gbagbo. Et il nous dit que voilà ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, mais monsieur, franchement, quand on fait la politique, faites preuve de bonne foi. Les Ivoiriens nous écoutent. Quand on a des propos antinomiques et qu'on veut représenter un parti politique, mais ça fait froid dans le dos, cher ami. Les gens vous écoutent. Toi, monsieur Elzi, ça fait plus de 3 ans que tu es sur les réseaux sociaux. On se connaît sur les réseaux sociaux. Tu as attaqué Laurent Gbagbo. Tu as traité Laurent Gbagbo de tous les noms. C'est toi qui as applaudi hier le président Ouattara. Voilà ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de Thiam, tu renverses ta veste. Et de façon injuste. De façon malhonnête. Mais arrêtez de faire ça, cher ami. Nous sommes en politique, mais faites la politique indépendamment de la morale. Franchement, ça devient dramatique. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens, les jeunes Ivoiriens ont peur, c'est-à-dire de mener des activités politiques. Parce qu'ils se disent quoi? Les gens ne sont pas sincères. C'est des gens comme vous, là. Et c'est clair. Moi, je tiens à vous dire que vous voyez, en termes de bonne gouvernance aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et on n'a pas besoin de trop parler. C'est un fait. Les choses sont là. Et les Ivoiriens voient ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Si vous nous dites que oui, aujourd'hui, tout est cher en Côte d'Ivoire, mais monsieur Célio, regardez le taux d'inflation en Côte d'Ivoire, qui tourne autour de 3-4%. Dans les pays voisins, comme au Ghana, au Mali, au Nigeria, le taux d'inflation tourne autour de 30 à 40%. Mais avec une bonne politique mise en place par le pouvoir, c'est-à-dire on a su amorcer le taux d'inflation. Et c'est un fait. Le taux d'inflation tourne autour de 3% en Côte d'Ivoire. Et encore, le SMIC a quasiment doublé. Regarde un peu le ratio SMIC-taux d'inflation. Mais il y a une grande différence. Mais voilà, mais dites ça aux Ivoiriens. C'est-à-dire, la manipulation là, ça va plus passer. Ça c'est terminé. Aujourd'hui,
Tu mens, on t'attrape. C'est pourquoi là, faut Tiam Tiam là, on ne fait que l'attraper. Vous avez dit ici que Tiam est exclusivement ivoirien en janvier. Mais un mois plus tard, Tiam est venu dire le contraire. Vous voyez que c'est un parti politique même qui est créé franchement, qu'on appelle, je dirais même sur la base du mensonge. Le PDC version Tiam d'ailleurs. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons constaté les différentes voix discordantes au sein des partis politiques. Et des conflits internes, et des conflits qui sont gérés par l'ego. Et c'est très grave. C'est pourquoi aujourd'hui, là, tout ce que vous faites n'ira nulle part. Et nous, on n'a pas peur. Allez-y, faites vos meetings, on est là et on vous regarde. Le dernier mot appartient aux Ivoiriens. Tu vas dans un supermarché, tu achètes ce que tu veux. Si tu veux, il faut acheter des lules. Si tu veux, il faut acheter des biscuits. La finalité, c'est le passage à la caisse. Donc, vous allez tourner, vous allez partir dans tous les sens. La finalité, c'est les unes. Donc, on vous dit aujourd'hui, là, ce que les Ivoiriens voient, c'est la compétence du président Ouattara. Le président Ouattara est celui-là même qui est le précurseur de la réelle démocratie et de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. C'est un fait. On vous a vu à l'œuvre. Vous n'avez rien fait en Côte d'Ivoire. Même les hôpitaux généraux. Je ne dirais même pas, je dis même pas les CHR, les hôpitaux généraux. Quels sont les hôpitaux généraux qui ont été construits sous vos gouvernances? Rien, zéro, pikini, zéro. Aujourd'hui, quand vous partez en Côte d'Ivoire, il y a eu des universités qui ont été construites, des CHR qui ont été construits, des CHU qui ont été construits pour le bien-être de la population. Nous avons mis en place encore ce que je vais appeler ici, qu'on appelle la politique des gratuités ciblées, où le paludisme qui est soigné gratuitement en Côte d'Ivoire. Et nous savons que le taux de mortalité en Côte d'Ivoire, même en Afrique, à cause du paludisme est très très élevé. Mais c'est pourquoi aujourd'hui là, nous avons mis en place un système pour soigner le paludisme en Côte d'Ivoire. Et les enfants de moins de 5 ans sont soignés gratuitement. Et c'est un fait. Donc ça fait partie du social. Même si nous avons mis une politique libérale et interventionniste en place, mais on a pointé du doigt du social par nos actions salvatrices. Et c'est un fait. Donc arrêtez de manipuler les gens. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens sont fatigués de vous. Tiam, là, il n'est pas encore prêt pour faire la politique. Qui passe s'apprêter. La politique, là, c'est pas forcé. C'est en fait, si tu n'es pas prêt, tu te mets à l'écart. Et j'ai dit à tout le monde, Tiam que vous voyez là, on sait qu'il est intelligent. Il est brillant. Mais en matière de politique, ça c'est notre niveau. Si tu n'es pas prêt, tu te mets à l'écart. Ou bien tu vas te former. Ça n'est pas encore formé, tu vas se former. Moi, je ne doute pas de ça. Mais dites la vérité aux Ivoiriens, le monsieur n'est pas encore prêt à arrêter de manipuler monsieur Tiam. Et monsieur Bitignon, je vous dis que nous sommes tous des humains. Quel que soit ce que tu as dans la tête, quelle que soit ton intelligence, mais tu peux toujours te faire manipuler par les gens. Même si nous dotons de libre arbitre, nous là, nous sommes des humains. Nous avons le libre arbitre. Tu peux choisir ce que tu veux faire indépendamment de l'influence extérieure. On le sait très bien. Mais Tiam là, malgré, il a un libre arbitre en lui, mais il a été influencé par des gens comme des Prédoumi Soumaïla et des autres, les Ropero qui sont autour de lui, qui sont en train de le manipuler. Mais entre nous, toi tu veux faire la politique, tu veux diriger la Côte d'Ivoire. Et tu te laisses, oui. Thompson. Oui. Voilà, merci. Tu vas chuter en 30 secondes et puis je vais t'inviter à ne pas employer certains mots parce que depuis tout à l'heure on est dans des échanges cordiaux. J'aimerais que ça soit le cas, s'il te plaît. Ok. Je suis en train de vous dire que nous savons que Tiam est brillant, Bitignon. Tiam est brillant. Tiam, on a... Non, mais Aket, laisse-le parler, s'il te plaît. Faites pas ça. Aujourd'hui, c'est un débat de contradiction. C'est un débat qui a commencé à la main noire, qui est continué chez Bitignon. Donc, ne coupez pas. C'est un débat de contradiction ce matin. Donc, laissez parler les gens à foison. Laisse-le. Il a 30 secondes pour chuter. Thompson, vas-y, chute. Qui a fermé son micro? Thompson, vas-y, il faut chuter, Thompson. Bitignon, moi, voilà la thématique qui est là. Je vois ici, grand meeting d'hommage
au président Félix Houphouët-Boigny de soutien à Thiam. Non, Thompson, non, écoute-moi, c'est pas ça le débat. Ça, j'ai mis cette photo pour rappeler aux gens que ce jeudi, on a un meeting de soutien au président du Félix Houphouët-Boigny, à soutien au président Thiam pour tout ce qu'il traverse aujourd'hui. C'est pas ça le débat. Ok. Moi, j'ai mis ça pour information. Voilà. Non, Pour moi, c'était la thématique. Non, tout à l'heure, Thompson, écoute-moi. Quand je t'ai donné la parole, je t'ai dit que la thématique, je t'ai dit, on parle du bilan du président Ouattara. C'est ça. Voilà. Bon. Excuse-moi. Dans ta deuxième prise de parole, excuse-moi. Laisse-moi, je suis en une Non, s'il te plaît, minute. écoute-moi. Dans ta deuxième prise de parole, tu vas revenir dessus parce que je veux qu'on élève un peu le niveau. Tu comprends? Ok, Voilà. pas de souci, pas de souci. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Jonathan. Non, tu me l'as terminé en une minute, s'il te plaît. Ok, vas-y. Bon, une minute. Je t'accorde une minute. Vas-y. Est-ce qu'on peut faire une motion pour poser une question? S'il est d'accord, hein, s'il est d'accord, Kevin, pose-lui la question. Tu es d'accord pour la motion de Kevin? Oui, non, attends, je vais terminer en une minute, s'il te plaît. Ok, finis et je pose ma question. Non, aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On ne va pas rester en France et dire, voilà, le pouvoir est mal géré, voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens voient ce qui se passe. Et les chiffres sont là. Et vous allez nous dire que nous sommes dans le chiffrisme. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, les chiffres sont là. Et les faits sont là. Nous voyons ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et nous ne sommes pas dans la manipulation. Nous sommes dans la réalité.